Bon, ben, on va enchaîner du coup s'il y a moins qu'il y ait des questions encore pour Pamela, je vois qu'il y a des... Ah non, c'est des merci. Donc, pardon, moi je suis Lauriane Leglouan, je suis cardiologue congénitaliste au CHU de Nantes et je m'occupe donc des adultes avec des malformations cardiaques. Et donc, on avait, quand on a revu le programme du DIU, décidé de dédier 1 heure de l'enseignement à l'insuffisance cardiaque chez les congénitaux adultes, parce que c'est une vraie problématique, vous allez voir, très actuelle. Donc, on va démarrer par des choses que vous savez déjà. Il existe des recommandations dédiées à la cardiologie congénitale adulte, hein, qui soulignent bien le fait que c'est une véritable spécialité, des recommandations européennes et des recommandations américaines, les deux étant des recommandations récentes, vous savez, européenne 2020 et américaine 2018. Donc, on a des recommandations récentes dans ce domaine-là. Et puis, il existe des recommandations dans la catégorie des congénitaux adultes dédiées à l'insuffisance cardiaque, à la fois européennes et américaines, qui sont un peu plus anciennes, mais qui ont le mérite d'exister et qui, là encore, soulignent la réalité de cette problématique. Alors, quand on regarde les différentes publications des séries qui ont été réalisées dans des cohortes d'adultes congénitaux, vous voyez ici une série britannique qui s'est intéressée aux causes de mortalité dans une cohorte de plus de 6500 patients porteurs de cardiopathie congénitale. On voit qu'avec le temps, la mortalité augmente. Bon, ça colle avec celle de la population générale et que c'est surtout les causes cardiologiques de mortalité qui sont prédominantes et particulièrement quand l'âge avance. Quand on regarde de plus près cette courbe de mortalité en fonction de la complexité de la cardiopathie, alors je vais pousser ça, hop. En fonction de la complexité de la cardiopathie, vous voyez que l'étiologie cardiaque au décès est plus marquée avec la sévérité de la cardiopathie. Et puis, évidemment, c'est la même chose dite de manière différente. Le risque de décès, il est beaucoup plus important pour des cardiopathies plus complexes, c'est-à-dire les Fontan, les cardiopathies complexes de façon générale et les Eisenmenger. Il est plus logique de décéder de complications cardiologiques chez ces patients-là que chez des patients qui ont juste une CIA éventuellement fermée. Alors, hop. Et quand on s'intéresse plus particulièrement aux causes cardiaques de mortalité et qu'on regarde un peu de quoi les gens meurent, eh bien, vous voyez que c'est essentiellement d'insuffisance cardiaque et ça, c'est vraiment assez parlant, plus encore que de mort subite d'infarctus ou de complications d'intervention percutanée ou chirurgicale. L'insuffisance cardiaque, ça concerne jusqu'à 30% de la cohorte des congénitaux adultes. Alors, ce papier publié en 2021 a regardé les causes, a comparé les hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans la cohorte des congénitaux adultes versus dans une cohorte de patients non congénitaux, donc tout venant. Et a essayé de regarder un petit peu, parmi les congénitaux, la différence qu'il pouvait y avoir entre les ventricules uniques et les cœurs à 2 ventricules. Et globalement, quand on a de l'insuffisance cardiaque en rapport avec une cardiopathie congénitale à 2 ventricules, la mortalité reste inférieure à la mortalité de l'insuffisance cardiaque des patients congénitaux à un seul ventricule. Et la mortalité de l'insuffisance cardiaque chez les patients congénitaux reste supérieure à la mortalité de l'insuffisance cardiaque chez les patients sans cardiopathie congénitale. Donc ça, c'est important parce que c'est une pathologie qui est vraiment à la fois prévalente, qui augmente avec l'âge et le vieillissement et de fait, nos populations de congénitaux adultes vieillissent, et à la fois responsable d'une morbidité, d'une mortalité importante. Et quand on regarde la distribution en fonction de l'âge de la survenue d'insuffisance cardiaque, vous voyez que chez les non congénitaux qui correspondent aux petits points, on commence à avoir une proportion de patients au-delà de 50 ans. Chez les congénitaux avec 2 ventricules,
qui sont en gris, ça commence plus tôt, hein, on en voit déjà émerger au-delà de 25 ans. Et puis, chez les congénitaux à circulation univentriculaire, l'insuffisance cardiaque, elle démarre beaucoup plus tôt, dès l'âge de 19 ans. Et il y en a beaucoup moins lors du vieillissement parce que ces gens sont décédés, voire ou transplantés. Donc, c'est une problématique grave. Et si on regarde maintenant au cours de la période de suivi d'une dizaine d'années, l'évolution dans la cohorte des congénitaux en noir et des non congénitaux en gris, du recours à l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, il y a plus de patients hospitalisés dans le temps en rapport avec de l'insuffisance cardiaque chez les congénitaux. Par contre, on a beaucoup moins de recours à l'assistance par rapport à la population non congénitale. Donc, il y a encore des freins et ça fait l'objet de réunions régulièrement pour accéder aux techniques d'assistance. Et il y a aussi un franc recul du recours à la transplantation et à l'accès à la transplantation cardiaque chez ces patients-là par rapport à la population non congénitale. Ça aussi, c'est une vraie complexité. On en reparlera tout à l'heure. Alors, excusez-moi. Alors, l'insuffisance cardiaque, donc il y a une définition qui est générale, et il y a des recos dédiés européennes de 2021 dédiés à l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, ce n'est pas un diagnostic en soi, c'est un syndrome clinique qui associe des symptômes qui sont pour l'insuffisance cardiaque gauche des symptômes d'essoufflement, et puis pour l'insuffisance cardiaque droite, des symptômes de gonflement, hein, d'œdème. La fatigue pouvant être présente dans les deux côtés, qui sont accompagnés de signes physiques. Alors, pour l'insuffisance cardiaque droite, c'est la turgescence jugulaire. Pour l'insuffisance cardiaque gauche, c'est les crépitants à l'auscultation pulmonaire et des œdèmes périphériques pour l'insuffisance cardiaque droite. Et c'est secondaire à une anomalie structurelle et ou fonctionnelle du cœur qui va conduire à une élévation des pressions intracardiaques et ou à une inadéquation entre le débit cardiaque au repos et à l'exercice. Et dans la classification de cardiologie générale, vous savez qu'on distingue l'insuffisance cardiaque à FEVG parce que c'est un ventricule gauche sous-aortique réduite, donc à moins de 40% de fraction d'éjection, mildly reduced entre 41 et 49%, et à FE préservé au-delà de 50%. Où il n'y a pas de dysfonction systolique, mais on estime qu'il s'agit d'une dysfonction diastolique avec une élévation des pressions de remplissage. Et bien sûr, on distingue l'insuffisance cardiaque aiguë de l'insuffisance cardiaque chronique. Alors, les types et... Ah, pardon. Alors, vous voyez plus mon écran, je pense. Reprendre le partage. Pardon, j'ai cliqué sur un bouton sur lequel il ne fallait pas que je clique. Les types de présentation de l'insuffisance cardiaque chez les congénitaux, elles sont très variables. Il peut s'agir d'une dysfonction systolique ou diastolique. Il peut s'agir d'une dysfonction systolique d'un ventricule systémique qui peut être morphologiquement gauche ou morphologiquement droit, comme vous l'avez vu dans des boucles d'écho sur le topo de Pamela précédemment. Il peut s'agir d'une dysfonction systolique d'un ventricule sous-pulmonaire qui peut être de morphologiquement droite dans un cœur plutôt normal ou de morphologiquement gauche dans un switch atrial, par exemple, ou une double discordance. Il peut s'agir d'une dysfonction d'un ventricule unique, ce qu'on appelle le Fehling-Fontan, qui est une maladie très grave qui peut conduire à des indications de transplantation. Et puis, il peut s'agir d'une dysfonction des deux ventricules. Les causes, il faut toujours se poser la question d'une cause traitable rapidement. Ça peut être des problématiques d'arythmie, ça peut être des problématiques de valvulopathie et puis des problématiques de pression hémodynamique avec notamment l'hypertension pulmonaire. La présentation, elle peut être extrêmement variée dans une population extrêmement variée, à la fois par des gammes d'âge très variées, puisque vous avez vu, hein, l'insuffisance cardiaque du ventricule unique, ça peut commencer à 18 ans, donc c'est des patients jeunes qui ont des problématiques particulières. Ça dépend évidemment de la cardiopathie sous-jacente. Les symptômes, ils peuvent être tout à fait classiques, dyspnée, œdème, et puis ils peuvent être
tout à fait atypiques avec une cachexie, une malnutrition, parfois juste une fatigue qui conduit à trouver une dysfonction sévère d'un ventricule. Et puis un point très important, c'est que nos patients sont des patients qui ont une maladie chronique avec laquelle ils sont nés et ils n'ont jamais connu la vie avec un cœur normal. Donc, ils se sont forcément adaptés. Et l'évaluation des symptômes, quand on s'est adapté toute sa vie à un état pas tout à fait normal, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vrai que ce qu'on a tendance à leur dire, c'est que toute modification de ressenti ou de symptômes doit les faire consulter parce que ça peut juste correspondre à une dysfonction, l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Mais c'est parfois assez subtil et pas toujours facile. Et du coup, c'est vrai que la classification NYHA, ben, il y a des papiers qui disent qu'on peut largement l'utiliser. En fait, c'est vraiment l'évaluation relative des patients qui est le plus important et le suivi dans le temps qui permet de juger au mieux de l'évolution des symptômes. Classification NYHA, que je ne vous rappelle pas, en 4 types, 1 pas grave, 4 le plus grave. Les Américains, dans leur reco dédié de 2016, ils classifient les patients en distinguant des patients présymptomatiques finalement, donc à risque de survenue d'insuffisance cardiaque en stade A, c'est-à-dire quand il y a des facteurs de risque de survenue d'insuffisance cardiaque, mais qu'il n'y a pas encore de signes d'insuffisance cardiaque, typiquement l'hypertendu par exemple, de la coarctation traitée, ben, on sait que ça fait le lit peu à peu d'une dysfonction diastolique qui peut s'installer et conduire à de l'insuffisance cardiaque gauche ensuite. Donc il faut traiter absolument l'HTA ou une valvulopathie. Alors je suis désolée, je réponds juste à mon téléphone une seconde. Et je suis désolée, je fais un cours là, dans 20 minutes, 30 minutes. Merci. Excusez-moi. Donc, la présence d'une valvulopathie significative, par exemple, qui va conduire peu à peu à une élévation des pressions pulmonaires ou à une dysfonction systolique, ben, il faut peut-être se poser la question de traiter la valvulopathie rapidement pour éviter la survenue d'insuffisance cardiaque. Stade B, bah, c'est la présence d'une anomalie structurelle ou d'une dysfonction systolique sans qu'il y ait forcément de signes d'insuffisance cardiaque. Donc, on est un peu plus grave que le stade A, mais on n'est pas encore dans l'insuffisance cardiaque clinique vraiment. Mais il faut se poser la question de démarrer les médicaments qu'on a à disposition. Stade C, eh bien, on est dans vraiment le tableau d'insuffisance cardiaque avec la présence de symptômes et donc bah, on a les médicaments dont on a parlé précédemment et les diurétiques qui sont dont le seul objectif est de soulager les symptômes. Et puis stade D, c'est l'insuffisance cardiaque réfractaire qui nécessite des interventions spécifiques et pour lesquelles il faut se poser la question de transplantation, d'inotropes, d'assistance, etc. On va reparler du reste. Donc, les congénitaux, on a dit, hein, grande gamme d'âge, grande hétérogénéité des cardiopathies et des chirurgies qui ont été réalisées, qui peuvent là aussi favoriser la survenue d'insuffisance cardiaque par les cicatrices réalisées sur le cœur. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut toujours, chez les adultes, opérer, essayer de récupérer à tout prix les comptes rendus opératoires pour savoir ce qui a été fait quand les gens ne sont pas capables de le décrire ou quand les courriers ne le résument pas. La voie d'abord, l'incision ventriculaire, l'incision de l'anneau, l'interposition d'un patch, etc. C'est hyper important pour le suivi. Et de façon un peu provocante, Carol Warnes, elle disait en 2005 que la seule cardiopathie réparée, c'était, et guérie du coup, c'était le canal artériel fermé par section suture et que tous les autres sont à risque de déboucher sur des complications. Donc, qu'il faut absolument suivre toute leur vie. Donc, récupérer les comptes rendus opératoires et puis les suivre, même pour des cardiopathies pas compliquées, toujours proposer un suivi dont la fréquence sera ajustée, bien sûr, à la sévérité de la cardiopathie. Il y a plein de causes possibles, on va le voir. Les biomarqueurs, ben, on fait par analogie à la cardiologie générale. Hein. Il y a des publications qui sortent sur le NT-proBNP. Les facteurs de risque qu'il faut essayer d'identifier, mais on n'en a pas beaucoup. Et puis, les traitements, là aussi, on fait par analogie à ce qui se fait dans l'insuffisance cardiaque, mais il n'y a pas beaucoup d'études
qui démontrent l'efficacité des traitements dédiés dans cette population. Alors, quelles sont les causes et les mécanismes? Les causes, d'abord, elles sont multiples, hein, vous savez, ça aussi c'est issu des recos de 2016. Il peut y avoir des surcharges de volume, qui sont la conséquence soit d'une valvulopathie fuyante, soit d'un shunt. Il peut y avoir des surcharges de pression, qui sont la conséquence d'une valvulopathie sténosante euh, ou, ou pas valvulopathie d'ailleurs, d'obstacle de l'aorte ou d'hypertension pulmonaire. Il peut y avoir des dysfonctions ventriculaires en rapport avec une dysfonction du myocarde. Il peut y avoir également de l'hypertension artérielle qui crée une élévation de post-charge et qui conduit à une dysfonction systolique ou diastolique du ventricule systémique. Les pathologies coronaires, cardiopathie ischémique, soit en lien avec la cardiopathie comme des fistules, des choses comme ça, soit des pathologies acquises, athéroscléreuses, et qui sont considérées comme des comorbidités associées à la cardiopathie congénitale, la cyanose chronique qui fait le lit de la dysfonction diastolique, et puis des arythmies atriales irréductibles. Pour ce qui est des mécanismes, ils sont souvent multifactoriels. On a bien sûr les anomalies de l'architecture myocardique. Hein. Par exemple, dans la non-compaction ventriculaire, il y a des anomalies du muscle cardiaque. Il peut y avoir des anomalies de la perfusion myocardique, une cyanose persistante, un ventricule droit systémique qui n'est vascularisé que par une seule coronaire, alors que le VG, vous savez, reçoit du sang des deux coronaires gauche et droite. D'hypertrophie myocardique qui fait que les besoins en perfusion sont augmentés par rapport à l'absence d'HVD, des anomalies coronaires intrinsèques à la cardiopathie, typiquement dans l'abscie ou le troncus arteriosus. Il peut y avoir l'activation hormonale qui rentre en jeu avec, en réponse à l'ischémie, à la surcharge de volume et de pression, avec l'activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, de la fibrose myocardique, qui est un élément qu'il faut absolument rechercher en IRM maintenant dans l'ensemble des cardiopathies, parce que c'est un élément pronostic de complications, de survenue de complications. Le remodelage inverse, par exemple, un VD restrictif de tétralogie de Fallot ou d'atrésie pulmonaire à septum intact qui va ne pas se dilater et limiter la survenue de l'IP qui va retentir davantage sur l'oreillette et sur le foie sous-jacent. Et puis enfin, la perte éventuelle du couplage ventriculo-artériel, particulièrement dans la perte de la structure habituelle à deux ventricules avec l'interdépendance ventriculaire qui peut là aussi contribuer à la survenue d'insuffisance cardiaque. Bon, pour résumer tout ça, reco cette fois européenne, vous voyez, il peut y avoir vous lirez ça à tête reposée, mais tout est assez logique. Il peut y avoir une dysfonction systolique du ventricule gauche systémique par des surcharges de volume, de pression, de problèmes myocardiques, de problèmes de coronaire. Il peut y avoir une dysfonction systolique du ventricule droit sous-pulmonaire, surcharge de pression-volume. Il peut y avoir une dysfonction systolique d'un VD systémique, surcharge de pression. Hein. Un VD n'est pas fait pour être soumis à des pressions systémiques, ou d'ischémie, puisque le VD n'est perfusé que par la coronaire droite. Il peut y avoir une dysfonction systolique d'un ventricule unique, surcharge de volume avant la palliation, problème de myocarde avec un ventricule droit unique, par exemple. Il peut y avoir une dysfonction systolique avec une cyanose chronique qui, dans l'Eisenmenger, va conduire à une surcharge de pression, mais qui peut aussi, par l'hypoxie chronique, conduire à une fibrose. Il peut y avoir des pathologies ischémiques, et il faut vraiment considérer la possibilité d'une cardiopathie surajoutée, acquise, en plus de la cardiopathie congénitale. C'est pour ça qu'il faut pousser les jeunes à faire du sport, à avoir une vie active, à limiter les facteurs de risque, à ne pas fumer, à faire gaffe au cholestérol, au diabète, au tabagisme, etc. Parce que vraiment, on voit de plus en plus de cardiopathie acquise associée à la cardiopathie congénitale. Et puis, les troubles du rythme répétés peuvent conduire à une cardiopathie rythmique avec une dysfonction systolique du ventricule systémique.
Comment on les évalue? Ben, si je ne l'ai pas suffisamment dit, je le répéterai une fois de plus, il faut les suivre régulièrement, il faut les suivre cliniquement, il faut les encourager à faire de l'activité physique, il faut traiter les comorbidités de manière précoce, il faut les regarder en imagerie, en échographie qui est l'examen de premier cours, et puis après les imageries en coupe en fonction de l'accès et des disponibilités. S'il y a des lésions hémodynamiques résiduelles, il faut les traiter, traiter une fuite, traiter un obstacle, traiter une recoartation par exemple. Il faut vraiment s'acharner à rechercher ces anomalies-là et à les traiter. Et puis s'il n'y a pas de lésion hémodynamique, ben, soit la fonction systolique est préservée et les patients sont asymptomatiques, on continue à les suivre, soit la fonction systolique est normale, mais ils sont symptomatiques. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont essoufflés, est-ce qu'ils ne font pas assez de sport. Le déconditionnement, c'est une grosse cause de dyspnée chez le jeune. Il faut les évaluer à l'effort avec une épreuve d'effort VO2, qui est un excellent paramètre d'évaluation globale de la classe fonctionnelle et des éléments qui y pêchent. Et puis, on a recours éventuellement également aux peptides natriurétiques pour rechercher des stigmates d'insuffisance cardiaque. Ça a une très bonne valeur prédictive négative. S'il y a la présence d'une dysfonction systolique du ventricule systémique, soit c'est un VG, ben, on traite comme l'insuffisance cardiaque de la dysfonction systolique du VG, hein, on va en reparler, soit c'est un ventricule morphologiquement droit, les patients ne sont pas symptomatiques, là encore, on les suit, preuve d'effort, BNP, etc. Soit ils sont symptomatiques, on les traite avec un niveau de preuve qui est moins important. Alors, les biomarqueurs, donc justement, parlons-en. Ça, c'est une série d'un peu plus de 500 patients congénitaux à qui on a fait des biomarqueurs. Et vous voyez que il y avait une corrélation entre la valeur du NT-proBNP et la survie sans événement. Hein, plus le NT-proBNP était élevé, plus la survie était abaissée ici. C'était vrai aussi pour la survie sans insuffisance cardiaque. Ils avaient regardé aussi les deux autres biomarqueurs, la tropo et le facteur de différenciation 15, où le petit p était significatif aussi, mais c'est des usages qui se font moins en routine. En tout cas, pour le suivi de l'insuffisance cardiaque, la tropo, c'est quand même pas utilisé quotidiennement. Et puis, donc, en analyse multivariée, le NT-proBNP apparaissait vraiment prédictif de la survenue d'événements cardiaques et de décès ou d'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est vraiment un marqueur très important chez les congénitaux qu'on peut répéter dans le temps quand on a un doute et qui a par ailleurs une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire que si ça reste bas et normal, ça veut dire que probablement les symptômes ne sont pas de l'insuffisance cardiaque. Et puis, s'était amusé à cumuler l'association des biomarqueurs, ça potentialisait le pronostic de survie en associant les trois. Alors, on a accès, outre aux biomarqueurs, à l'évaluation à l'effort. Donc, l'épreuve d'effort VO2, c'est un examen cardinal dans le suivi des patients congénitaux adultes, parce que ça permet, en cas, donc on a une capacité fonctionnelle, une puissance d'effort en watts, et quand l'épreuve est maximale, on a un pic de VO2 qui reflète la capacité fonctionnelle. Ce pic de VO2, s'il est normal, bah, très bien, mais souvent les gens se plaignent de rien quand c'est comme ça. Et s'il est anormal, l'épreuve d'effort VO2 permet d'avoir des tuyaux sur l'origine de cette altération des capacités fonctionnelles. Si c'est d'origine cardiologique, on a la pente VE sur VCO2, on a l'évolution du pouls d'O2 à l'effort qui seront des éléments pour dire que bah, c'est la cardiopathie qui est responsable de l'altération fonctionnelle. On a des éléments pour rechercher un déconditionnement, qui est un élément très important chez le jeune. Donc, quand le premier seuil ventilatoire est atteint précocement, c'est probablement que c'est un défaut d'entraînement sportif régulier. Et puis, on a des arguments pour rechercher une étiologie respiratoire. Il faut se rappeler que c'est des patients potentiellement opérés, parfois plusieurs fois, avec des thoracotomies, etc., des scolioses, qui peuvent conduire à la survenue d'un syndrome restrictif pulmonaire qui peut donner des tableaux de dyspnée qui ne sont pas d'insuffisance cardiaque, mais qui peuvent pour autant être améliorés et conduire à des véritables symptômes. Et donc, vous voyez que tout
ce qu'on retrouve de lésions résiduelles, de chirurgie antérieure, de valvulopathie, d'obstacles, de shunt, d'anomalies coronaires, de médicaments, de fréquences cardiaques, parce que certains sont stimulés et l'adaptation de la fréquence à l'effort, elle est peut-être pas parfaite, eh bien, ça va donner des altérations sur la VO2 et on pourra réussir, avec une analyse fine des données, à essayer de comprendre ce qui est l'élément principal et donc à ajuster derrière la prise en charge. Alors, quel traitement on a à disposition? Bah, d'abord, il faut toujours se rappeler, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de récupérer absolument les comptes rendus opératoires antérieurs, qu'il faut absolument rechercher les complications hémodynamiques, valvulopathie, shunt résiduelle, ce que vous a montré Pamela tout à l'heure, le petit shunt chenot là, du switch atrial, ben, ça peut donner de la désaturation ou de l'essoufflement et bah, il faut dans ce cas-là discuter de le fermer. Des obstacles à l'entrée, une sténose mitrale, à la sortie, un tube VDAP rétréci, l'hypertension pulmonaire, des tubes qu'on ne voit pas bien en écho, mais qu'on suspecte d'être élevés et d'être serrés parce que l'IT est véloce. Et donc, on pousse vers des examens d'imagerie en coupe parce qu'on ne les voit pas toujours très bien en échographie cardiaque. En fait, il faut vraiment partir à la pêche de complications de lésions hémodynamiques traitables, recoartation, qui peuvent améliorer les choses. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie rythmologique, soit bradycardie nécessitant une stimulation, soit troubles arythmie nécessitant une prise en charge qui peuvent conduire à une cardiopathie rythmique, pour vraiment traiter au mieux ces patients. Alors, pour les médicaments qu'on a dans l'insuffisance cardiaque à FE réduite, on se base, vous voyez, ce sont les recos de l'ESC de 2021 sur l'insuffisance cardiaque. Il y a eu des grandes révolutions dans l'insuffisance cardiaque à FE réduite, hein. On a maintenant les 4 fantastiques. Vous savez, on dit de plus en plus que les patients doivent sortir de l'hôpital avec, quand ils sont hospitalisés pour l'insuffisance cardiaque aiguë, ces 4 médicaments-là. On fait ce qu'on peut, mais il faut essayer d'optimiser au mieux les IEC et le sacubitril/valsartan, hein, l'Entresto, qui est quand même une révolution dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à FE altérée. Les bêta-bloquants, dont on sait que dans certaines cardiopathies, ils préviennent aussi la mort subite. Les anti-aldostérone, vieux médicaments limitant la fibrose, mais efficaces. Et puis, on a maintenant la classe des IGLT2, dapagliflozine, le Forxiga, et l'empagliflozine, le Jardiance, qui sont disponibles dans l'AFE altérée et dans l'AFE préservée pour l'empagliflozine, Jardiance, depuis les dernières recommandations. Et puis les diurétiques de l'ANS, ben, ça a un intérêt uniquement pour les signes congestifs, ça n'améliore pas la survie. Les 4 autres ont tous démontré un bénéfice de survie. Ça a été démontré dans le VG systolique, dans la dysfonction systolique du VG sous-aortique. En fait, dans le VD systémique sous-aortique, dans le VD systémique dysfonctionnant, eh ben, les publications, elles ne montrent pas de franc bénéfice des IEC notamment. Il y a un papier des Pays-Bas qui montrerait peut-être un avantage des ARA2. Et donc, du coup, c'est tout l'intérêt de mettre en place des registres qui ont été mis en place pour l'Entresto par l'équipe de Grenoble, où on inclut nos malades à qui on propose de l'Entresto. L'Entresto dans le VD systémique, moi, j'ai l'impression que les effets sont assez variables d'un patient à l'autre et avec un bénéfice chez certains qui est fonctionnel, en tout cas, qui est évident. Il n'y a pas d'amélioration franche de la FE, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de se limiter à leur proposer ces médicaments qui apportent un vrai bénéfice dans la population générale. Seul X est très hypotenseur quand même, et donc il faut vraiment faire attention à ne pas les donner quand les gens sont très hypotendus, parce que ça peut conduire à des catastrophes rénales, notamment chez des gens un peu fragiles. Donc il faut toujours commencer par la plus petite dose, après un arrêt des IEC pendant 36 heures et les surveiller d'assez près.
Mais il n'y a pas de raison de ne pas les tester. Et puis le registre de Pamela Mosseri qui va se mettre en place, qui s'appelle GASH, pour le test de la dapagliflozine chez les VD systémiques aussi. Là, c'est pareil. La dapagliflozine, ça a peu d'effets secondaires en dehors de risques infectieux essentiellement. Sinon, l'effet hypotenseur, tout ça, c'est quand même moins risqué qu'avec l'Entresto. Et donc, il n'y a pas de raison de priver les patients de l'accès à ces nouveaux médicaments. C'est pas évident que ça les transforme, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et donc après, eh bien, une fois qu'on a donné les médicaments par la bouche, en fonction de la FE, alors on est dans du ventricule gauche, hein, donc on peut discuter du défibrillateur en prévention primaire ou secondaire, on peut discuter de la resynchronisation en fonction de la largeur des QRS, et puis après, si malgré ça les gens ne sont pas améliorés, eh bien, on discute de thérapies plus agressives comme l'assistance ou la transplantation. Les arythmies, ben, il faut toujours se poser la question de savoir si c'est la cause ou la conséquence de la défaillance hémodynamique. Si c'est la cause, il faut traiter. Si c'est la conséquence et de la déchéance myocardique, il faut se poser la question, au-delà du traitement de l'arythmie uniquement, de stratégies plus invasives. Globalement, il faut ablater. On a de plus en plus, plus que le recours aux médicaments, en fait, un flotteur, une macro-réentrée, IART ou une FA doivent être traités de façon invasive chez des gens qui peuvent le supporter. On a un accès limité aux antiarythmiques parce que la flécaïne, par exemple, est contre-indiquée quand il y a une cardiopathie structurelle. L'amiodarone, chez des gens jeunes, c'est plein d'effets secondaires, même si c'est un excellent antiarythmique, mais ça reste quand même un peu limité. Donc, il faut proposer l'ablation qui peut parfois être compliquée pour l'accès. Hein. Les vaisseaux peuvent être obstrués par les chirurgies antérieures et également par l'anatomie cardiaque post-chirurgicale. Une dérivation cavo-pulmonaire totale, par exemple, fait que l'accès au cœur ne peut se faire que soit par voie artérielle rétrograde ou par l'utilisation des veines caves en perforant le tube pour accéder aux oreillettes. L'anticoagulation, vous savez que le SHADS, il est limité puisque ne considère pas la cardiopathie sous-jacente, mais on les anticoagule de plus en plus avec la possibilité maintenant pour les non-cyanosés de recourir aux AOD. La stimulation cardiaque, dysfonction sinusale, trouble de conduction atrioventriculaire, la double discordance, par exemple, qui fait les lits du BAV, à quel moment faut le stimuler, c'est pas facile. Le ventricule unique, comment faut le stimuler, c'est pas facile, au prix de risquer une désynchronisation induite par la stimulation et donc des tableaux catastrophiques. À quelle largeur de QRS il faut proposer une resynchronisation, c'est des discussions forcément difficiles, avec la particularité des voies d'abord, à la fois dans l'idée de préserver les voies d'abord pour des stratégies de transplantation ultérieures, pour des voies d'abord obstruées parce qu'elles ont déjà été utilisées. Donc, discussion. La resynchro, ça c'est issu de reco nord-américaine de 2014, vous voyez, en fonction de la présence d'un VG systémique, VD systémique ou ventricule unique, de la taille, de la largeur des QRS, vous voyez que globalement, les niveaux de preuve sont quand même pas très élevés. On essaye de discuter avec les rythmologues et de faire au mieux, bien sûr, pour les patients. Et puis le défibrillateur, prévention secondaire, c'est facile. Hein. Une fois que les gens ont failli mourir d'une mort subite récupérée, on se pose moins de questions. Prévention primaire, c'est forcément beaucoup plus difficile, particulièrement quand on parle de ventricule droit systémique, dont la fonction est toujours un peu altérée. On s'expose à une population jeune avec un risque, donc, quand on met du matériel endocavitaire parce qu'il y a besoin de stimulation, de défaillance de sonde dont la proportion n'est pas négligeable, 2 à 5%, vous voyez. Et puis un taux de choc approprié, inapproprié qui reste important. Alors, c'est toute la place maintenant des stratégies alternatives de défibrillateurs sous-cutanés qui n'utilisent pas les vaisseaux et dont le risque d'infection, tout ça est forcément très faible. Il n'y a pas de risque d'endocardite puisqu'il n'y a pas de sonde dans le cœur. Après, le DEF sous-cutané ne propose pas de stimulation cardiaque, donc c'est vraiment, là encore, des discussions de staff.
Et puis la rééducation cardiaque, elle a toute sa place dans cette population-là. On a parlé de la VO2 tout à l'heure. Il faut proposer de la rééducation cardiaque aux patients parce que pour un grand nombre d'entre eux, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas faire de sport quand ils étaient petits. Donc, ils se sont fort limités, ils ont fait très peu d'endurance, du coup, ils sont devenus très sédentaires, avec les facteurs de risque associés qui suivent. La reprise d'une activité physique, elle doit être du coup encadrée, à la fois pour le bénéfice physique, le risque rythmique, à la fois pour le bénéfice psychologique. Faire du sport, ça fait du bien à la tête. Et donc, il y a des gens qui sont transformés en reprenant une activité physique régulière. J'ai une dame avec un VD systémique, un switch atrial qui s'est mise, puisqu'elle n'en avait jamais fait à la course à pied, petit à petit, et qui pour rien au monde arrêterait aujourd'hui de courir avec des paramètres de VO2 qui se sont objectivement améliorés, en plus bien sûr du bénéfice psychologique, et puis bien sûr le caractère social, l'environnement familial, amical, etc., qui en découlent. Donc, ça permet en plus une optimisation médicamenteuse parce que la régulation de la pression artérielle permet de pouvoir introduire des doses de médicaments qu'on n'aurait pas fait autrement. Donc, c'est vraiment un énorme bénéfice et on doit proposer de la rééducation cardiaque à nos patients. Alors, les techniques plus lourdes, la transplantation cardiaque notamment, ça c'est issu des registres internationaux. Quand on compare la population des congénitaux adultes à la population des greffés du cœur, à la population des non-congénitaux greffés du cœur, la mortalité à 30 jours, elle est supérieure chez les congénitaux adultes, elle est identique à 1 an, et la survie est supérieure chez les congénitaux à partir de 10 ans. Donc, il y a un vrai bénéfice à la greffe chez les congénitaux au-delà d'un certain temps. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à proposer des indications de transplantation chez les congénitaux, sous réserve bien sûr du côté psychologique propre à tout le monde, et des antécédents chirurgicaux chez des patients qui ont déjà été opérés plusieurs fois du cœur. Il y a des défis dans cette population-là. D'abord, ils peuvent être immunisés parce qu'ils ont été déjà opérés plusieurs fois, transfusés. Ils peuvent avoir des homogreffes, notamment en position pulmonaire, qui font développer des anticorps anti-HLA qui vont limiter l'accès à la transplantation ensuite. Ils peuvent présenter de l'hypertension pulmonaire. Et l'HTAP, du coup, va faire discuter l'indication d'une greffe cardiaque isolée ou cardio-pulmonaire, en sachant qu'on n'a pas d'accès à la greffe cœur-poumon aujourd'hui. Il y a les dysfonctions des organes associés, hein, le foie, le rein, le foie notamment dans le fontan ou dans les VD restrictifs avec une hyperpression chronique du VD. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un bilan exhaustif avant d'envisager la greffe, et notamment une biopsie hépatique. Il y a des défis anatomiques. On a dit des vaisseaux éventuellement obstrués par des chirurgies antérieures, la dérivation cavo-pulmonaire totale avec les veines caves qui sont branchées sur les artères pulmonaires. C'est sûr que quand on va mettre un nouveau cœur, ça va être compliqué, et l'évaluation pré-greffe des pressions pulmonaires, etc., c'est forcément difficile puisque c'est une circulation à débit continu. Et puis l'Eisenmenger, il y a des équipes qui commencent, et notamment Marina Long, à greffer pour des CIA, des lésions qui sont accessibles à du percutané, à greffer dans l'Eisenmenger CIA des poumons et à fermer la CIA en percutané dans un second temps. C'est valable pour des CIA accessibles à une voie percutanée. C'est pas vrai dans la CIV, par exemple. Mais voilà, il faut essayer d'être ingénieux et de trouver des nouvelles idées pour optimiser la prise en charge. Et quand on regarde dialyse et réintervention, eh bien, il y a plus de dialyse et plus de réintervention initialement après la greffe chez les congénitaux par rapport aux non-congénitaux. Pour autant, le pronostic à long terme, il est meilleur dans la population congénitale. C'est des gens plus fragiles que la population générale. L'assistance, alors vous voyez, ça c'est pareil, ça vient des registres internationaux où on avait comparé l'assistance cardiaque chez les congénitaux versus les non-congénitaux. Pas de différence d'indication, si c'était
bridge à la récupération, bridge à la transplantation, destination, donc qu'on laisse au long cours sans projet de transplantation derrière. Pas de différence non plus dans le type d'assistance, biventriculaire, monoventriculaire gauche ou le cœur artificiel total. Quand on regarde la survie en bas à gauche, les congénitaux sont en bleu et que la survie, elle est moins bonne chez les congénitaux que chez les non-congénitaux, mais en fait, la survie, elle est inférieure pendant les 5 premiers mois. Une fois qu'on s'affranchit des 5 premiers mois, la survie, elle est la même entre les congénitaux et les non-congénitaux. Donc, un peu comme dans la perspective de la transplantation, c'est des patients plus fragiles, plus comorbides au début, déjà opérés. Donc, la mortalité initiale, elle est plus importante, mais au long cours, ces patients tirent le même bénéfice que les non-congénitaux. Et puis, on voit ici une amélioration, ça c'est la classe NYHA, congénitaux, non congénitaux, même chose, et les questionnaires de qualité de vie, une franche amélioration, même chose dans les deux groupes. Et donc, dans la vraie vie, si vous avez encore, oui, on a encore 10 minutes, je vais vous montrer quelques images d'écho. Alors là, c'est des images de tétralogie de Fallot avec un VD dilaté et dysfonctionnant. Pour vous montrer un peu les différents aspects de l'insuffisance cardiaque, avec un VG qui, cette fois, dans une tétralogie de Fallot aussi, marche pas très bien. On a l'aplatissement, la dysfonction biventriculaire de la tétralogie de Fallot avec un VD dilaté et ici la bande modératrice qui est dilatée. Et puis en rapport avec une insuffisance pulmonaire libre qu'on voit bien ici. On peut avoir des ventricules restrictifs, on en parlait tout à l'heure, avec une dilatation du coup majoritairement atriale, dans une tétralogie de Fallot ici, plus que ventriculaire, en rapport avec une insuffisance pulmonaire qui est difficile à évaluer mais qui est néanmoins présente. C'est tout l'intérêt de réaliser des IRM pour évaluer et quantifier cette insuffisance pulmonaire, et un fonctionnement tout à fait restrictif avec juste avant, on est sur la voie pulmonaire ici, juste avant l'onde d'éjection pulmonaire, une onde aprésystolique qui correspond à la contraction atriale transmise directement à l'artère pulmonaire, parce que le VD n'est pas capable de l'absorber puisqu'il a un fonctionnement restrictif. On peut avoir un VD systémique. Vous avez vu déjà des images comme ça, avec ici le chenal des veines pulmonaires qui rejoint ce gros VD dilaté qui n'a jamais une fonction strictement normale chez l'adulte. Ici, on voit le VG écrasé par un énorme VD hypertrophié et dont la fonction systolique semble altérée. On sait que quand s'associe dans le switch atrial une dysfonction systolique du ventricule gauche sous-pulmonaire, c'est de moins bon pronostic. Alors, ici, on peut avoir des insuffisances mitrales en rapport avec une dysfonction systolique du ventricule gauche sous-pulmonaire, IM qui va permettre d'évaluer les pressions pulmonaires, et il y a quand même plus d'hypertension pulmonaire dans la population des transpositions des gros vaisseaux. Et puis, il peut y avoir ensuite des valvulopathies fuyantes sévères. Excusez-moi, je vais repartager mon écran. Qui, chez ce monsieur-là, correspondait à une IT systémique importante qu'on a traitée considérant que c'était ce qui lui donnait un tableau d'insuffisance cardiaque et qui l'a grandement amélioré. Alors, et qui l'a grandement amélioré, et je vous avoue qu'on l'a traité parce que, étant donné l'altération de la FEVG, de la FEVD importante, on ne l'a pas poussé au bloc opératoire pour l'opérer. On lui a proposé un clip comme on le fait pour les insuffisances mitrales maintenant pour des patients qui ne sont pas opérables, et ça l'a vraiment grandement amélioré en combinaison avec les autres traitements qu'on a à disposition. Il a de l'Entresto, il a de la dapagliflozine, il a un petit peu de diurétique et il a des anti-aldostérone. L'Eisenmenger, CIV ici avec un shunt bidirectionnel et une dysfonction qui va être essentiellement diastolique, qu'on revoit ici en cas de cavité avec cette CIV musculaire.
le fond-temps, la circulation univentriculaire, avec ici une grosse oreillette droite qui correspond à l'oreillette droite du fond-temps. Alors ça, c'est une autre patiente avec une veine cave inférieure qui est très dilatée du fond-temps, avec potentiellement dans ce fond-temps une oreillette droite géante ici qui comprime les veines pulmonaires qui reviennent à l'oreillette gauche dans une atrésie tricuspide qu'on voit bien. Et ça va donner de l'hypertension pulmonaire mécanique par obstacle des veines pulmonaires. Et puis cette jeune-là, c'est un VU par un CAV déséquilibré avec une valve AV unique qui fuit la rage et qu'on a essayé pareil de clipper pour essayer d'améliorer un peu les choses. Cardiologie préventive pour prévenir la survenue d'insuffisance cardiaque. Puis parfois, on tombe sur des trucs totalement inattendus, comme ce jeune homme qui avait été opéré d'une coarctation sans recoarctation et qui est arrivé dans un tableau d'insuffisance cardiaque avec un VG monstrueusement dilaté et très hypokinétique, sans qu'il y ait de cause retrouvée. Vous voyez ici, sans qu'il y ait de grosse valvulopathie, petit IM, mais un énorme ventricule gauche avec des pressions gauches élevées puisque le septum interatrial bombe nettement vers l'oreillette droite. Pas de recoartation du tout. Confirmé à l'IRM, il a fini par être greffé du cœur sur un ventricule gauche très restrictif. Donc, je conclue un peu en avance. C'est une spécialité passionnante, cardiologie congénitale adulte, morbimortalité importante, particulièrement l'insuffisance cardiaque, avec des causes et des mécanismes qui sont très variés et des stratégies du coup thérapeutiques qui sont variées. Et on fait vraiment l'analogie à la cardiologie générale pour essayer de les prendre en charge au mieux. Voilà, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Pas de questions? Bon, si vous avez des questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas. Que dire? Par des LVAD, j'en ai parlé un petit peu. L'assistance cardiaque en cardiologie congénitale, ça se fait, mais c'est forcément un peu plus compliqué, puis ça dépend des cardiopathies sous-jacentes. Et le pronostic, il est un peu moins bon initialement, mais quand on regarde au-delà des 5 premiers mois d'implantation, il rejoint celui de la population non congénitale. Vous faites partie de l'équipe de cardio adulte. Moi, je suis cardiologue adulte et effectivement, à Nantes, on est sur 2 sites distincts avec la cardiologie pédiatrique qui est dans l'hôpital pédiatrique et la cardiologie d'adulte qui est en cardiologie adulte. Et donc, on est 2 cardiologues, moi et Patrice Guérin, à s'occuper des congénitaux adultes au sein de l'équipe de cardio. Pour l'Eisenmenger avec tableau d'insuffisance cardiaque droite avancée, alors souvent les Eisenmenger, on leur propose des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire dans un premier temps, mais bien sûr avant la survenue d'un tableau d'insuffisance cardiaque droite. Et puis ensuite, il y a la possibilité de recourir à la transplantation, mais qui est dans la grande majorité des cas une indication de transplantation cœur-poumon. Sauf, c'est ce que je disais, quand il y a des lésions accessibles enfin des CIA petites accessibles à une fermeture percutanée, auquel cas on greffe les poumons et on laisse la CIA qu'on ferme dans un second temps. Mais il y a des vraies problématiques d'accès à la greffe cœur-poumon aujourd'hui, et donc il y a des groupes de travail auxquels on participe pour essayer de mieux orienter ces patients. Alors, ouais, ça, c'est de la cuisine ensuite. Est-ce qu'on garde le même traitement médicamenteux sous LVAD, considérant que la fonction peut être améliorée? Ça dépend de l'amélioration justement sous assistance et de la tolérance tensionnelle. Mais ça, c'est vraiment de la cuisine médicamenteuse qu'on ajuste à chaque patient. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle propre. Alors, ouais, donc c'est sûr, il faut faire attention aux diurétiques chez des patients polyglobuliques, donc les cyanosés chroniques, donc l'HTAP, l'Eisenmenger. Les diurétiques vont les concentrer et potentiellement induire de l'hyperviscosité. Donc, c'est pareil, c'est de l'ajustement, tout comme
dans la polyglobulie, on fera gaffe à la carence martiale qu'il faut supplémenter de manière tout à fait parcimonieuse. Et ce n'est pas 2 comprimés de tardiféron par jour, mais c'est un comprimé 3 fois par semaine en surveillant la ferritine pour faire en sorte qu'ils n'aient pas de rebond de polyglobulie. Donc le même traitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand preuve des traitements disponibles pour la dysfonction systolique d'un VD systémique. Donc on copie ce qu'on fait dans l'insuffisance cardiaque d'un ventricule gauche dans un ventricule gauche systolique dysfonctionnant en position systémique, sans niveau de preuve. Mais ce que je vous disais, c'est qu'il y a des registres en cours français où on inclut nos malades pour essayer de voir si ça les améliore. Voilà. Et ben, écoutez, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas par mail, je répondrai avec plaisir.